Mercredi 3 juin, en manchette ce soir. Feu de forêt, plus d'une dizaine de plus en 24 heures, dont 2 non maîtrisés près de lac du Bonnet, où il y a eu 2 morts l'année dernière. It's still too soon. It's just bringing back too many memories from last year. Succession de collisions à une intersection de la municipalité rurale de Sainte-Anne. Des résidents inquiets. We cross there almost every day, actually, and it's kind of sketchy sometimes. So for sure, lights would be probably the best option to solve all of the problems. Restrictions aux frontières canadiennes contre Ebola. Des vacances compromises de certains ressortissants congolais du Manitoba. Si on essayait de partir et que ça change et qu'on est là, on ne veut pas perdre 3 semaines en quarantaine quand on rentre parce que 3 semaines, ça c'est beaucoup. Chers amis, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous choisir encore aujourd'hui. Alors, la saison des feux de forêt s'accélère subitement au Manitoba. En l'espace de seulement 24 heures, je vous le disais, le nombre de brasiers actifs a bondi de près de moitié dans la province. Une hausse rapide qui réveille de douloureux souvenirs, particulièrement du côté de l'Arc du Bonnet, une communauté encore profondément marquée par les ravages et les pertes en vies humaines de l'année dernière. Catherine Moreau et Ron Boileau sont allés voir sur le terrain. Le nombre de feux actifs au Manitoba a augmenté de près de moitié entre mardi matin et mercredi. Ce nombre est passé de 27 à 40 en près de 24 heures. Cela porte le nombre de feux totaux en date du 3 juin à 68, un nombre qui est bien en deçà de la moyenne des 20 dernières années, selon la province, qui se situe à 91. L'augmentation rapide du nombre de feux actifs pousse un organisme à dire qu'il surveille la situation de près. Il se dit toutefois rassuré par l'organisation de la province. On a encore beaucoup de capacités. Donc pour le moment, la situation n'est pas critique, mais les feux ne sont pas vraiment intenses. Le Manitoba arrive à gérer ses propres feux. Mais cela n'est pas suffisant pour effacer les blessures du passé. 2 des 5 feux non maîtrisés dans la province se situent à proximité de la communauté de Lac-du-Bonnet. Une communauté qui a été profondément marquée par la saison des feux 2025. C'est ici, sur le chemin Wendigo, où ont péri 2 membres de la communauté l'année dernière lors d'un feu qui a également détruit une trentaine de structures et forcé de nombreux résidents à quitter leur domicile à toute vitesse. Oh, we were out on the water again on Monday night, and we could see the smoke, and we just, right away, you're not again. Like, it's just all still very, very new. You're seeing the water bombers flying over your head. It's just very surreal. Brian House avait été rassuré toutefois l'année dernière par la réponse de la province et de la municipalité rurale. Les événements de 2025 ont aussi permis à la communauté de peaufiner son plan d'urgence pour les saisons à venir. Certainly, there's a lot stronger community information campaign that's been going on. There's things that we can do ensuring that we get people evacuated quickly and efficiently, which went remarkably well out here, by the way. We had a good source of volunteers. Même s'il se dit peu inquiet par la situation, Ken Lodge demande tout de même à la population de rester au fait des instructions par rapport aux feux de forêt. Ici Catherine Moreau, Radio-Canada, dans la municipalité rurale de Lac-du-Bonnet. Alors, il y a une succession de collisions à une intersection de la municipalité rurale de Sainte-Anne, l'autoroute 12 et la route provinciale 210. Les chiffres et les victimes d'accidents s'accumulent et inquiètent de plus en plus des résidents dans la région. Graham Sevier-Frölich et William Lemoine sont allés voir de plus près. Des pompiers et un hélicoptère de premier secours ont investi le site à la suite d'une collision entre 2 voitures. L'accident s'est produit à cette intersection de l'autoroute 12 et la route provinciale 210 à Sainte-Anne. Selon la Gendarmerie royale du Canada, tous les 4 passagers des véhicules impliqués ont été hospitalisés. 2 des victimes sont déjà retournées à la maison, mais 2 autres sont toujours internés et leur état est stable. La GRC appelle donc à la prudence. Don't be in a rush, take your time. There's stop signs for a reason. Look both ways. Look far ahead, look close to where you're stopped, just to make sure that traffic is clear before proceeding across. Ce n'est pas la première fois qu'un accident grave se produit à cette intersection. Selon des chiffres reçus plus tôt cette année de la Société d'assurance publique du Manitoba, 33 collisions sont survenues à une intersection ces 5 dernières années. 2021 a vu le plus grand nombre de collisions avec 13 cas, puis il y en a eu 8 en 2022 et 5 l'année dernière. La répétition des accidents à cette intersection fait réagir des résidents de la région.
We cross there almost every day, actually, and it's kind of sketchy sometimes. So for sure, lights would be probably the best option to solve all of the problems. Yeah, like at least put in a roundabout or do something. I don't understand why people can't figure that intersection out, but the amount of people that just launch themselves into oncoming traffic is just crazy. Le député provincial de la circonscription de Dawson Trail dit voir de plus en plus d'accidents ici. Il souligne qu'il pousse le gouvernement depuis quelque temps à apporter des changements à l'intersection, mais il se dit frustré que le gouvernement ne soit pas encore passé à l'action. C'est le gouvernement, il a l'opportunité de faire ça s'il veut aujourd'hui. Et il ne bouge pas et ça va pas bien pour les résidents de Dawson Trail. Et je vais continuer à demander les questions. Dans un courriel, le gouvernement provincial a dit qu'il est rendu à la dernière étape de conception d'un projet de reconstruction qui devrait commencer plus tard cette année. Il n'a par contre pas précisé quels changements seront faits. Ici Graham Sevier-Freilich, Radio-Canada, Sainte-Anne. Le Canada a adopté des mesures aux frontières pour empêcher la propagation de la maladie à virus Ebola. C'est que des restrictions de santé publique sont imposées aux voyageurs, peu importe leur statut. Elles concernent toute personne ayant séjourné en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours. Toute chose qui inquiète quelques membres de la communauté congolaise au Manitoba. Mes collègues Rachid Narli et Adam Yadaoui leur ont parlé. Hassani Mohanouzi attendait la période des vacances estivales avec impatience. Il devait se rendre dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Avec l'éclosion d'Ebola, il est contraint de reporter son déplacement parce que son retour au Canada pourrait être hypothéqué. Vous savez, la plupart des fois, quand les enfants entrent en vacances en juin, les gens commencent à planifier comment aller à la maison, rencontrer les familles ou faire ceci ou cela. Mais avec les restrictions, cela ne sera pas facile parce que tel que c'est dit par le gouvernement, les restrictions vont jusqu'en août, le 29 août. Le résident de Winnipeg explique que l'épidémie touche uniquement une partie de la RDC. La partie touchée par l'Ebola au Congo, c'est dans la province de l'Ituri. L'épicentre, c'est à Bunia. En effet, pour réduire le risque d'introduction de la maladie Ebola au Canada, Ottawa a mis en place des mesures. Tout voyageur qui a séjourné au cours des 21 derniers jours en République démocratique du Congo devra suivre une quarantaine de 21 jours après sa date d'entrée au Canada. Ces mesures inquiètent 7 membres de la communauté congolaise. Je trouve que elle est un peu dure. Je la trouve dure. L'étudiante a dû annuler son voyage pour la RDC. Elle pense à sa famille restée au pays. C'est le désolement. Tout le monde est désolé, mais bon, on n'en peut rien. Le bureau des étudiants à l'Université de Saint-Boniface dit accompagner ses étudiants durant cette période difficile. Ce responsable comprend le désarroi de Mireille Kamanga. Quand on est loin de son pays d'origine, rentrer de temps en temps, c'est un peu remettre cette connexion-là et puis revoir sa famille. Ça aide beaucoup côté tranquillité, l'esprit des étudiants, côté mental, après une longue année d'études. Donc ça les impacte quand même. Les mesures de quarantaine mises en place par le Canada sont certes nécessaires selon cet expert. Les restrictions sont quand même assez raisonnables. Cependant, il explique qu'elles ne seront efficaces que si les voyageurs proviennent d'une seule destination. Si on commence à avoir des cas qui se transmettent dans d'autres pays adjacents et qu'on ne reconnaisse pas ça immédiatement, là, on va voir des situations où les quarantaines ne sont pas efficaces parce qu'on ne sait plus à qui les imposer. Alors, il y a toujours ce risque-là. Selon la notice du gouvernement fédéral, le non-respect des restrictions mises en place entraîne des sanctions, notamment une amende pouvant atteindre $1 million. Ici Rachid Nahli, Radio-Canada, Winnipeg. Alors, poursuivons la discussion sur ces restrictions contre Ebola avec la directrice du laboratoire de préparation aux pandémies et aux urgences basé à l'Université McGill, Joanne Liu. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes également une ex-présidente internationale de Médecins sans frontières, donc vous avez été sur le terrain. À quel point les quarantaines sont-elles efficaces si on n'a pas pu identifier clairement les zones touchées?
Mais en fait, les quarantaines sont efficaces si on a vraiment des personnes qui sont à risque d'avoir été en contact avec des gens qui avaient la maladie. Donc, de façon aléatoire, faire des quarantaines, je ne pense pas que ça va être très efficace. Des quarantaines ciblées, possiblement. Donc, si on se rappelle en 2014-2016, qui est l'épidémie d'Ebola la plus grande dans l'histoire contemporaine de l'homme, 28 000 personnes d'infectées, 11 000 décès, mais les gens qui avaient travaillé, des gens comme moi, qui avaient travaillé auprès des patients dans des centres d'Ebola, quand on rentrait au Canada, on se faisait une quarantaine de 21 jours et on faisait notre propre autosurveillance de nos symptômes de la fièvre. Il faut rappeler qu'on est seulement contagieux quand on présente des symptômes, notamment la fièvre. Alors, on est allé un peu plus loin sur les frontières parce que les documents d'immigration des ressortissants étrangers qui vivent actuellement en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud ou en Ouganda sont temporairement suspendus. Combien de temps devraient durer de telles limitations de voyage? Donc, c'est vraiment une façon de faire qui peut être discutable parce que ce que l'expérience nous a démontré, c'est que la meilleure façon de limiter la propagation d'un virus comme l'Ebola, c'est de vraiment augmenter les dépistages à la sortie des pays affectés. Donc, faire des questionnaires, faire des dépistages de fièvre, s'assurer que si les personnes ont eu des contacts avec des gens infectés, les mettre en quarantaine. Je crois que nos gouvernements ont voulu rassurer la population canadienne, mais il faut quand même être lucide par rapport à ça, que ça a des limites, qu'en plus, fermer des frontières, ben ça a aussi d'autres impacts. C'est que ça pousse les gens à faire des routes, des passages plus clandestins. Et au lieu de les prendre quand ils sont à la sortie d'un pays affecté, ben là, on les perd de vue. Ça aussi, ça décourage les pays qui sont affectés de partager de façon transparente le nombre de cas parce qu'ils se disent, ben si j'en dis moins, mais peut-être qu'il va y avoir moins de restrictions. Puis en plus, ça peut ralentir le déploiement de l'aide dans les pays affectés. Par exemple, si on arrêtait des vols d'avion d'un pays à un autre, bien, du coup, l'aide arriverait moins vite ou peut-être les gens qui viennent donner un coup de main vont arriver moins rapidement. Est-ce que cela veut dire, Dr. Liu, que sur le millier de cas possibles dont on parle actuellement, qui inclut tout le monde, il y a peut-être des chances qu'il y en ait beaucoup moins après le triage? À quel point la situation est vraiment grave si vous dites qu'il faut avoir des actions ciblées et passer par le dépistage? Oui, donc c'est une très bonne question. Donc, c'est sûr qu'il y a présentement un rattrapage au niveau du dépistage et de confirmation de cas. Et dans un premier temps, c'était fait un peu sur ce qu'on appelle une définition de cas. Donc, personne qui présente tel symptôme, considéré comme cas suspect. Présentement, on est en train de faire un rattrapage pour la confirmation des cas. Et donc, à ce jour, les cas confirmés, on parle de 321 cas confirmés et on parle de 48 décès. C'est relativement rassurant. Cela dit, et c'est pour ça que je mets un gros bémol, on l'avait connu en Afrique de l'Ouest pendant cette épidémie-là historique, c'est que des fois, on se rend compte qu'il y a une diminution de cas parce que les gens se présentent moins parce qu'ils ont peur, ne viennent pas se faire dépister d'une part. Puis il y a quand même aussi un fait qui est quand même inquiétant, c'est que les chaînes de transmission, donc les gens qui sont infectés par rapport à une autre personne, bien, il y a plusieurs chaînes de transmission qui sont en fait distancés par plusieurs kilomètres, comme s'ils vivaient leur propre épidémie. Et donc ça veut dire que ça fait peut-être un petit moment que ça circule dans la population. D'accord. Mais très rapidement, Dr. Liu, parce qu'on va sortir par là, à quand le vaccin? Mais pour l'instant, on parle d'un vaccin qui s'appelle RVSV Budibugyo, qui pourrait être disponible dans 6 à 7 mois, dans le cas de figure le plus rapide. Il y aura peut-être aussi un autre candidat par Oxford, l'Université d'Oxford, et là, ça pourrait être dans quelques mois, mais juste pour les essais préliminaires, probablement juste de sécurité. Donc, on n'est pas au bout de nos peines, et donc c'est pour ça qu'il faut continuer la déclaration de prudent. Rester prudent, mais trouver les cas, les confirmer, les mettre en isolement, faire le suivi des contacts, faire des funérailles qui sont sécuritaires et dignes et s'assurer que la population est informée et éduquée parce que sans
je vous dirais, l'adhérence de la population, ça va être très, très, très difficile de contrer cette épidémie. On va suivre cela dans les prochains jours. Docteur Joanne Liu, merci infiniment. Merci. Femmes originaires d'Afrique, abandonnées par leurs employeurs qui fuient la guerre au Liban. Morceau choisi dans un instant. À très vite.